Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Les manifestations anti-putsch se poursuivent à Khartoum pour réclamer le retour à un pouvoir civil. Des milliers de Soudanais sont descendus dans les rues de la capitale soudanaise ce 12 mai pour dénoncer la mainmise des militaires sur la politique et l'économie du pays. Plus que 3 mois avant les prochaines élections générales prévues en août prochain en Angola, près de 14 millions d'électeurs sont attendus aux urnes pour élire les membres de l'Assemblée nationale ainsi que le président, avec une nouveauté, l'absence de sondage d'opinion interdit depuis ce mois de mai 2022 suite à un projet de loi qui suscite la polémique. Et la 3e édition du sommet sur l'infrastructure organisée par Africa Finance Corporation s'est tenue ce 12 mai à Abuja, au Nigeria. Objectif affiché, fournir des solutions au déficit d'infrastructures sur le continent africain. Mais tout d'abord, au Mali, une manifestation en soutien aux forces armées maliennes s'est tenue ce vendredi 13 mai à Bamako. Une mobilisation populaire initiée par une association proche de la junte au pouvoir dans le cadre de l'opération Espoir Tous Fama. Cette action avait pour but de soutenir les actions des forces maliennes contre les terroristes sur le terrain et de réaffirmer aux yeux du monde et notamment de la France, dont la présence des forces armées au Mali est controversée, que l'armée malienne n'exécute que la mission du peuple souverain du Mali. Pas de négociation possible pour le peuple soudanais. Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Khartoum ce 12 mai pour réclamer le retour rapide d'un pouvoir au civil. Une revendication prônée depuis le coup d'État militaire d'octobre 2021, un sujet d'Océane Kwasi. C'est dans une chaleur écrasante que des milliers de manifestants soudanais se sont avancés vers le palais présidentiel ce 12 mai. Au milieu des tirs de gaz lacrymogènes et de grenades paralysantes, les chants clamant le retour à l'état civil se sont fait entendre à Khartoum. Cet événement marque la première grande manifestation dans le pays après le mois de jeûne du Ramadan. Il n'y a pas d'autre moyen pour obtenir un gouvernement civil. Nous rejetons un partenariat avec les militaires. Ils n'ont pas de légitimité et nous ne négocierons pas. Nous continuerons jusqu'à ce que nous obtenions ce pourquoi nous sommes ici, un gouvernement civil et la justice pour nos frères qui ont été martyrisés. La veille, les comités de résistance de Khartoum avaient signé une charte dans laquelle ils exigeaient la fin du régime militaire, invitant les partis politiques à faire de même. Depuis octobre 2021, le Soudan est paralysé sur le plan politique et peine à trouver la voie d'un dialogue national. Vous pouvez voir que c'est juste une part de la répression des forces armées avec leurs balles en caoutchouc, leurs balles réelles et un grand nombre de forces de police qui sont présentes aujourd'hui au Sharoney Square. Mais les manifestants aujourd'hui sont stoïques et continueront dans cette voie jusqu'à la chute de ce coup d'État. Le pays affiche désormais un bilan social lourd. Depuis le début des manifestations, on compte plus de 95 personnes tuées et des milliers de blessés lors des affrontements. À ce jour, le gouvernement détient encore une douzaine de prisonniers politiques, selon certains avocats du pays. De son côté, l'armée soudanaise a assuré qu'elle mènera des enquêtes sur les décès survenus lors des manifestations. Également dans l'actualité en Tunisie, le président Kais Saied ne veut pas d'observateurs étrangers aux élections législatives tunisiennes du 17 décembre prochain. Ce dernier l'a fait savoir ce 12 mai lors de la prestation de serment des nouveaux membres de l'instance supérieure indépendante pour les élections. Selon lui, la Tunisie n'est pas sous occupation pour qu'on y envoie des observateurs. Rappelons que le président Kais Saied s'est arrogé les pleins pouvoirs depuis juillet 2021. L'Angola rejoint la liste des pays n'autorisant pas les sondages électoraux à l'approche des élections. Les parlementaires ont adopté le 10 mai un projet de loi interdisant les sondages d'opinion à 3 mois des prochaines élections prévues en août prochain. Une décision qui crée la polémique dans les rangs de l'opposition. Plus de détails avec Nathalie Moe.
La diffusion, la réalisation de sondages et de sondages d'opinion sur les élections seront interdites dès le début de la campagne en Angola suite à l'adoption d'un projet de loi à l'Assemblée nationale le 10 mai 2022. Selon le gouvernement, les sondages révèlent des données subjectives sur les intentions de vote des électeurs. Les sondages électoraux sont souvent accusés de fausser le jeu démocratique parce qu'ils ont plus ou moins un impact sur les comportements électoraux et peuvent influencer les différents électeurs. Dans ce sens, on peut comprendre la pertinence de la démarche du gouvernement qui, a priori, se soucie de la préservation de l'intégrité des choix électoraux des futurs votants. L'interdiction de publication des sondages électoraux crée la polémique dans les rangs de l'opposition. Pour le leader de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, l'UNITA, Adalberto Costa Jr., l'adoption de cette loi est la preuve de la volonté du parti au pouvoir, le mouvement populaire de libération de l'Angola, de biaiser le verdict des urnes. Les doutes de l'opposition, notamment de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, sont justifiés dans la mesure où les sondages restent aujourd'hui l'un des modes privilégiés de repérage de l'opinion publique, soit de l'opinion électorale. Ils sont donc pour l'opposition le moyen par excellence de suivi des différentes tendances et intentions de vote en sa faveur. Selon les données du ministère de l'Administration du Territoire et de la Réforme, 14 millions d'électeurs sont attendus aux urnes en août prochain. Le corps électoral sera convoqué en mai par le président de la République d'Angola, João Lourenço. Abuja, la capitale du Nigeria, a accueilli ce 12 mai la 3e édition du sommet sur l'infrastructure organisé par l'Africa Finance Corporation. Cet événement, placé sous le thème général des solutions d'infrastructure, se tient dans le cadre des activités de la célébration des 15 ans de l'institution. Reportage de notre envoyé spécial à Abuja, Mildred Diamou. Ici au Transcorp Hilton Hotel à Abuja au Nigeria s'est tenu ce 12 mai 2022 un sommet sur les solutions d'infrastructure en Afrique. Organisé par l'Africa Finance Corporation, une institution financière de développement qui se mobilise pour accélérer le développement de l'Afrique et relever les défis infrastructurels que connaît le continent. Ce sommet intervient au moment où Africa Finance Corporation célèbre sa 15e année d'existence. Nous avons déjà mentionné que nous sommes les moins responsables du changement climatique et que la meilleure façon pour nous d'intervenir et la meilleure contribution que l'Afrique puisse apporter au climat n'est pas de réduire les émissions que nous ne produisons pas. Ce n'est pas ainsi que nous réduisons les émissions de carbone car nous n'en produisons pas de toute façon. Au menu de cette grande rencontre qui a vu la participation des leaders de la finance et économistes chevronnés du continent, la transition énergétique de l'Afrique, la résilience climatique, l'accès au financement pour accélérer les investissements, le renforcement de la production locale, le développement des infrastructures et la relance des économies. L'Afrique ne peut être développée que par les Africains. Nous devrions cesser de compter sur le monde occidental pour le faire à notre place. Les problèmes de l'Afrique auront les solutions de l'Afrique parce que certaines autres solutions que nous empruntons ne conviennent pas à notre environnement. Il est donc important que tous nos dirigeants africains se rassemblent, comme l'a indiqué le président du Ghana. Nous devons utiliser les solutions africaines pour résoudre les problèmes africains. Rappelons-le, après 15 ans de présence sur le continent africain, Africa Finance Corporation a investi plus de 10 milliards de dollars dans 35 pays. Mildred Diamou et Nassis Oum depuis Abuja pour Africa 24. Autre sommet, toujours en Afrique de l'Ouest, mais à Dakar, la capitale sénégalaise accueille jusqu'au 17 mai les travaux de la 54e session de la conférence des ministres de la CEA 2022. Un événement sous le thème « Financer la relance de l'Afrique, trouver des solutions innovantes », une tribune pour les questions liées au programme de développement de l'Afrique. Tout ce qu'il faut savoir sur ce grand rendez-vous avec notre envoyé spécial à Dakar, Philomène Tine. Les travaux de la 54e session de la conférence des ministres de la Communauté économique pour l'Afrique 2022 ont débuté ce mercredi 11 mai au Centre international Abdou Diouf de Diamniadio à Dakar au Sénégal et se poursuivront jusqu'au 17 mai prochain. Les ministres africains en charge des finances, de la planification et du développement économique ainsi que des personnalités des secteurs privés et publics y participent.
L'événement, qui porte sur le thème « Financer la relance de l'Afrique, trouver des solutions innovantes », constitue une instance de dialogue sur les questions liées au programme de développement de l'Afrique. Un comité d'experts se réunit du 11 au 13 mai pour débattre sur certaines questions statutaires portant sur la relance des économies africaines actuellement au cœur des priorités des gouvernements. Selon les experts, la crise du Covid-19, les instabilités politiques, l'insécurité, entre autres, sont les principaux paramètres qui entravent le développement économique du continent. Abidjan accueille depuis le 9 mai la COP15 sur la désertification et la dégradation des terres. Cette conférence des parties réunit en Côte d'Ivoire 9 chefs d'État africains jusqu'au 20 mai, ainsi que des décideurs de 96 pays membres censés s'accorder autour d'objectifs communs pour lutter contre la désertification d'ici à 2030. Et justement, pour aborder la question des objectifs de développement durable ainsi que leurs enjeux, nous recevons sur ce plateau le docteur Aïcha Yatabari, spécialiste en santé publique, auteur de l'ouvrage « Le développement durable à l'épreuve de la politique concrète ». Bienvenue. Merci. Alors cet ouvrage est paru en février dernier, c'est une réflexion sur l'harmonisation des objectifs de développement durable. À qui s'adresse cette réflexion en premier lieu et quel est le but de ce livre? Oui, merci. La réflexion s'adresse aux décideurs publics dans le cadre de l'harmonisation des objectifs de développement durable avec leur programme national de développement sanitaire. Et elle s'adresse aussi au secteur privé, aux entreprises, dans le cadre de la stratégie de responsabilité sociétale des entreprises. Alors, le livre a été écrit, donc, comme je disais, pour permettre une harmonisation donc, de ces ODD avec les questions précises que sont la santé, le genre et le développement durable, donc l'environnement et la lutte contre le changement climatique. La santé se trouve de manière transversale dans les principales thématiques de ce livre. On se souvient en 2001, lors d'un sommet au Nigeria, les États membres de l'Union africaine se sont engagés à allouer 15% de leur budget gouvernemental à la santé. 21 ans après, qu'en est-il? La santé est-elle malmenée sur le continent africain? Oui, vous savez, nous sommes des pays, les pays africains sont des pays à ressources limitées et qui allouent malheureusement une faible part de leur budget à la santé parce que ce sont des pays en développement. Et la santé et l'éducation, malheureusement, sont des parents pauvres des politiques de développement. Alors qu'il ne devrait pas en être ainsi parce que la santé des populations garantit le bien-être et donc le dynamisme de l'économie. Parce que les populations saines peuvent davantage concourir à l'essor économique. Je dirais que peu de pays accordent ce budget, ce quota de 15% à la santé. Et l'Afrique du Sud, qui est en 2021, l'Afrique du Sud était le deuxième pays, était le pays africain qui avait le meilleur système de santé. Et l'Afrique du Sud n'allouait que 8,8% de son budget à la santé. Donc, c'est dire l'état des lieux. Donc, les autres pays, le Kenya faisait partie des 10 pays qui avaient le meilleur système de santé en Afrique. Et le Kenya, évidemment, n'alloue pas 15% de son budget, mais il y a des efforts qui sont faits pour, par exemple, pour privilégier les soins de santé primaires, pour permettre à tous d'accéder à la santé en favorisant la gratuité des soins de santé dans les dispensaires, par exemple, des soins essentiels de santé dans les dispensaires et dans les centres de santé. Pour revenir sur ce que vous avez dit concernant l'Afrique du Sud est aussi le pays qui a été le plus touché par la pandémie de Covid-19 sur le continent africain, malgré que vous ayez dit que le pays a eu un très bon système de santé. Est-ce que la pandémie de Covid-19 a redistribué les cartes en Afrique en matière de politique sanitaire? Oui, moi je veux voir, dans une crise, je veux voir plutôt une opportunité d'améliorer la manière dont les politiques de santé sont mises en place. La crise de la Covid-19, évidemment, a mis en lumière
la vulnérabilité des systèmes de santé en Afrique, mais c'est une opportunité pour augmenter la résilience des pays africains, de leur système de santé, comment en améliorant l'offre globale de santé et en voulant répondre à cette crise, en mettant en place la couverture santé universelle, on augmente la résilience des populations et on augmente la qualité de l'offre globale de santé. Donc, la réponse donc, à cette crise de la COVID-19 peut, à travers la couverture santé universelle, être un moyen de faire d'une crise une opportunité. Alors, tel que vous l'expliquez dans votre livre, santé et développement durable semblent être liés. On voit qu'en ce moment se déroule la COP 15, la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, jusqu'au 20 mai à Abidjan. Quel regard portez-vous sur cette rencontre? Alors, moi, en toute sincérité, je pense que le panafricanisme, c'est de produire des richesses pour les populations. Le vrai panafricanisme, à mon sens, c'est de créer le bien-être des populations, de produire des richesses pour les populations. Et nous sommes dans un monde où tous les pays sont engagés, font face à des défis communs. Personne ne fait face de façon isolée à des défis d'une telle ampleur que le réchauffement climatique ou la déforestation. Par exemple, le réchauffement climatique, les pays africains ne concourent qu'à 3 à 4% à l'émission des gaz à effet de serre, mais subissent de plein fouet les effets du réchauffement climatique. Donc, nous sommes obligés de collaborer et la coopération internationale, on voit là les avantages donc, de cette coopération internationale. Et il faut savoir que le réchauffement climatique a des conséquences, pas seulement au niveau environnemental, il a des conséquences sur la santé, il a des conséquences sur la sécurité alimentaire. Et vu ces défis complexes, je pense que l'idéal est de collaborer et de trouver des solutions harmonisées et communes. Merci, Dr Aïcha Yatabari, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes auteur du livre « Le développement durable à l'épreuve de la politique concrète ». C'est moi qui vous remercie. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.